nous fait voir ce qu'on n'a justement pas voulu voir. D'abord, les frères musulmans, on en entend souvent parler, c'est pas toujours très clair. De quoi s'agit-il? C'est une doctrine, une confrérie, une branche particulière de l'islamisme? C'est un mouvement gazeux, c'est une expression à la mode pour décrire tout ce qui est pas formalisé, et c'est ça qui est compliqué, c'est pas un parti, on n'a pas la carte, c'est une confrérie secrète dans ses objectifs, qui a même théorisé à un point très rare la dissimulation et l'entrisme, c'est-à-dire le fait d'avoir une vitrine qui va essayer de négocier des avancées dans le sens de leur idéologie au niveau politique, et puis des branches beaucoup plus radicalisées, beaucoup plus armées, qui peuvent aller jusqu'à l'action terroriste si ça peut accélérer les objectifs. On s'imagine souvent que ça remonte à la nuit des temps. Mais non. En fait, c'est pas si ancien que ça. Mais c'est surtout que, David, il faut préciser auprès de ceux qui nous écoutent, parce que quand on travaille sur les frères musulmans, c'est ce qui est très dur. Souvent, des gens pensent qu'on travaille sur les musulmans. Non, on travaille sur une confrérie politique bien particulière, totalitaire, qui est un peu celle qui a inventé et diffusé dans le monde moderne l'islam totalitaire politique fascisant. Et j'emploie le mot à dessein, parce que c'est une confrérie qui est née dans les années 30, qui a été fondée par Hassan al-Banna précisément en 1928 en Égypte. On va voir sans doute son fondateur Hassan al-Banna, qui était lui-même un stratège politique et un grand fanatique. Et alors, il est fanatique depuis très jeune, Hassan al-Banna. Il est né en 1906, un an après notre loi de séparation de l'Église et de l'État. Et lui, son obsession, très jeune, dès qu'il a 12 ans, c'est de créer une association de moralistes, qui s'occupe au contraire de rétablir la vertu et qui traque les actes illicites. À 13 ans, il crée même un mouvement de délation pour vraiment dénoncer ceux qui commettraient des péchés ou des actes illicites. Et puis, il va pas devenir un grand spirituel, il va pas devenir un grand professeur, par exemple à Al-Azhar. Quand vous vivez en Égypte, vous avez la plus grande université de théologie de l'histoire islamique, ça serait tentant, mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de créer un mouvement totalitaire, des chemises vertes de l'islam, des mouvements de jeunesse, des mouvements d'entrisme, pour recruter et obtenir un gouvernement islamique. Son objectif, c'est la théocratie, à Hassan al-Banna. Et donc, il va par exemple se spécialiser comme dans le recrutement des professeurs pour essayer de toucher les familles et à travers les familles d'atteindre son projet, un individu, la famille, la société, puis le gouvernement musulman. Sa profession de foi, on va la découvrir, elle est assez connue, elle est assez terrifiante et elle résume bien le danger de cette confrérie. C'est un des objectifs du manifeste des 50 demandes de Hassan al-Banna, réformer des lois pour qu'elles se confondent et qu'elle se conforme à la législation islamique, mais le credo, c'est vraiment Dieu est notre but. Dieu est notre but, le Coran. Le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le combat notre chemin. On va peut-être voir s'afficher la mort au service de Dieu est notre désir le plus cher. La mort sur le sentier de Dieu est notre désir le plus cher. C'est ce que je vous disais entre ces deux branches, la branche politique, et puis si on n'obtient pas ce qu'on veut politiquement, eh bien on passe à la branche armée qui, elle, peut commettre des actions violentes pour faire en sorte que bien le politique soit obligé de céder. Ça, c'est vraiment la base des frères musulmans. La stratégie, c'est aussi toujours de pouvoir utiliser la victimisation pour radicaliser. La victimisation comme source de radicalisation. Et dans les vraiment ce qu'on peut mettre au crédit terrible et toxique des frères musulmans, parce que moi je vous confie que ça fait quand même 30 ans que je travaille sur des mouvements extrémistes, et si je suis contente que cette pédagogie puisse être partagée, c'est qu'en 30 ans à travailler sur la droite religieuse américaine, sur les mouvements racistes aux États-Unis, sur toutes les extrêmes droites qui soient, sur les mouvements russes, je n'ai jamais trouvé un mouvement aussi, je n'ai jamais été confrontée en tant que chercheuse travaillant sur ces questions à un mouvement aussi toxique, pervers, redoutable, organisé que les frères musulmans. C'est pour moi le mouvement totalitaire le plus dangereux de notre époque. Et je vous donne un exemple de ce qu'il a réussi à faire, ne serait-ce qu'en Égypte. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Égypte où naissent les frères musulmans, ça n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte des années 30, c'est au Caire, par exemple, vous avez des cafés où il y a beaucoup de modernistes. On est en pleine explosion du nationalisme arabe, mais ça se dispute, ça discute beaucoup. On est en plein appétit pour la rationalité, pour le progrès, pour la modernité. Et c'est Hassan al-Banna, les mouvements des frères musulmans et ses militants qui vont contrer ce cours du monde. Nasser naît dans cette ambiance-là. C'est le fameux extrait de Nasser qui date des années 50 qu'on va réécouter peut-être d'une phrase, pas trop long, mais juste un aperçu, où il raconte sa rencontre avec le guide des frères musulmans et ses demandes à lui. C'est plus Hassan al-Banna à cette époque, c'est son successeur. Hassan al-Banna a été assassiné. Et regardez comment Nasser raconte les demandes du guide des frères musulmans.
وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين. أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. Incroyable moment, parce que tout le monde rit comme si c'était vraiment une incongruité de demander aux femmes, à chaque femme, de porter le voile dans la rue. Mais c'est ahurissant pour les Égyptiens de l'époque. Et encore une fois, aujourd'hui, vous ne pourriez pas entendre ces rires. Ces rires, on ne les entend pas. On va voir les images des rues du Caire aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être retourné au Moyen-Âge. Non, les rues du Caire ne ressemblaient pas à ça du temps de Nasser. C'est vraiment les frères musulmans, ce mouvement totalitaire, politique et fascisant, qui encore une fois voulait non seulement imposer le voile aux femmes, ils en ont fait un drapeau pour savoir si leur mouvement, en fait, grandissait. Et c'était en contrôlant les femmes qu'ils contrôlent les familles, qu'ils veulent arriver au gouvernement théocratique. Mais ils ont aussi eu dans leur demande la non-mixité sur les campus, le contrôle des livres, tout ce qui va avec un mouvement totalitaire. Et vous pourriez vous dire, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Par l'organisation, par le secret, par la dissimulation. Ce qui fait que quand on parle d'eux comme ça, on a toujours l'air un peu paranoïaque et c'est un peu douteux, mais moi j'ai lu leur manuel, j'ai étudier leurs théoriciens, leurs plus grands stratèges, ils ont réfléchi à ça pour gagner du terrain. Et il y a une phrase qui est citée dans le rapport, par exemple, de Hassan al-Banna, où comment Hassan al-Banna décrit sa nébuleuse. Et en gros, il dit, c'est le seul service. Chacun va venir pouvoir y trouver ce qu'il a envie d'y trouver pour qu'on puisse l'attirer. Nous sommes comme un immense hall dans lequel n'importe quel musulman peut entrer par n'importe quelle porte pour partager ce qu'il souhaite. S'il vient parce qu'il cherche le soufisme, il va trouver le soufisme. Recherche-t-il la compréhension de la jurisprudence islamique? Il va la trouver. Et s'il recherche du sport, du scoutisme, il va la trouver. S'il recherche le combat et la lutte armée, il les trouvera aussi. Parce qu'encore une fois, quand les frères musulmans recrutent, il y a toujours un pacte secret entre un tuteur et son disciple, où le disciple fait serment de pouvoir aller jusqu'à la lutte armée. Mais le reste du temps, c'est surtout du militantisme, c'est la formation, on les appelle les trotskistes de l'islam. Et on a vu qu'ils avaient réussi, on va parler de la France après. À s'étendre un peu partout. À s'étendre absolument partout. Moi, j'ai étudié des manuels de militantes féministes égyptiennes qui disaient, pendant des années, j'ai menti, j'ai dit que je n'étais pas chez les frères musulmans. En fait, je rendais compte à la confrérie régulièrement. On va voir qui est l'architecte de cette nébuleuse internationale. On va découvrir le portrait de Saïd Ramadan, c'est important, et de ses fils, Tariq et Hani Ramadan, parce que c'est vraiment eux qui ont internationalisé l'islam de Hassan al-Banna. Beaucoup Saïd Ramadan, le patriarche, gendre de Hassan al-Banna. Il a épousé la fille préférée de Hassan al-Banna, Saïd Ramadan, et il est l'architecte de ce qu'on pourrait appeler le pan-islamisme, cet islamisme mondial. Mais à un point que l'on a du mal à imaginer, c'est-à-dire que les frères musulmans sont derrière Al-Qaïda. C'est quand même Ayman al-Zawahiri, quelqu'un formé par les frères musulmans, qui a écrit et théorisé Al-Qaïda. Les frères musulmans on voit Ayman al-Zawahiri, les frères musulmans ont ravagé l'Algérie. Souvenez-vous du moment où l'Algérie commence à arabiser son éducation nationale. Eh bien, elle importe des professeurs d'Égypte pour remplacer les professeurs qui étaient francophones, et pour remplacer toute l'éducation francophone, elle va chercher des professeurs en Égypte. Eh bien, l'Égypte en profite à ce moment-là pour se débarrasser de tous ces professeurs frères musulmans qui vont radicaliser l'Algérie, où le fils, puis les GIA, les groupes armés, sont des tentacules des frères musulmans. Mais les frères musulmans, c'est aussi, évidemment, le Hamas. Et là aussi, c'est Saïd Ramadan, qu'on voit toujours pas l'image, mais si on peut le découvrir, lui et ses fils, Saïd Ramadan, c'est celui qui a, dès 45, pensé la branche des frères musulmans en Palestine, qui va devenir le Hamas quelques années plus tard, et un des hommes, voilà, Saïd Ramadan et ses disciples, on va parler de l'Europe juste après, un des hommes qui a permis au Hamas de mener des attentats kamikazes, qui leur a donné la fatwa, qui, malgré le fait que le Coran interdise le suicide, leur permet de commettre des attentats suicides, c'est un homme qui est Youssef al-Qaradawi, et ça nous mène à la France, parce que Youssef al-Qaradawi, ça a été longtemps un des prédicateurs d'Al Jazeera, la chaîne qatari, et aussi une des références de l'UOIF, des musulmans de France, une organisation qui représente les frères musulmans en France,
Ils l'ont nié pendant des années. Moi, j'ai vécu des plateaux de télévision en 2003 où je disais à monsieur Lasfar et à quelques représentants de l'UOIF, mais vous êtes la vitrine des frères musulmans. Et ils disaient pas du tout, absolument pas, puisque la dénégation fait partie de leur processus de formation, sauf qu'ils se réfèrent à Youssef Al-Qaradawi et qu'on ne peut pas se référer à Youssef Al-Qaradawi sans être frère musulman. Et on va écouter Youssef Al-Qaradawi pour comprendre à quel point on a un problème dans le fait d'avoir autant d'associations reliées aux frères musulmans, y compris en Europe, y compris en France. On va l'écouter sur les Juifs. طوال التاريخ من يؤدبهم نتيجة إفسادهم آخر تأديب كان تأديب هتلر ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم. Voilà, ça c'était le grand théologien de référence, et ça l'est toujours. Son livre, Le licite et l'illicite en islam, c'est toujours la référence de toutes les associations fréristes en France, en Europe, aujourd'hui. Cet homme-là était leur guide. C'était leur guide spirituel. Il est décédé récemment, mais il a créé à Doha aussi un institut avec Tariq Ramadan, notamment comme professeur. Tariq Ramadan est évidemment l'ambassadeur le plus connu de ceux qui ont essayé d'étendre et de continuer cette action de Saïd Ramadan. C'est pas rien, Saïd Ramadan, c'est aussi celui qui a radicalisé le Pakistan, c'est celui qui a écrit les statuts de la Ligue islamique mondiale, qui a diffusé le wahhabisme avant de se fâcher avec l'Arabie saoudite. Il y a des frères musulmans qui sont aujourd'hui plus proches de l'Iran des mollahs et très fâchés avec l'Arabie saoudite, très fâchés avec les Émirats, qui se sont aperçus que sur leur sol, les frères musulmans qu'ils avaient laissés se développer avaient infiltré aussi leur royaume et qui maintenant, désormais, sont plutôt dans la résistance. Donc, en France, on en est où de leur influence? Justement, alors la France. C'est la question posée